par le fait que notre intervenant est basé à La Réunion et qu'avec le décalage horaire, et si je ne m'abuse, je crois que c'est 3 heures en ce moment, 2 heures, ouais. 2 heures, ben, on est déjà pas très très loin de l'heure méridienne. Et donc, ce nouveau format de rencontre thématique, en complément des autres que vous connaissez, a pour objectif de faire intervenir ben, des gens qui ont fait des travaux particuliers, des thèses, des mémoires, mais également des masters avec des rapports un peu conséquents sur des sujets particuliers et qui ont pour objectif en fait de partager le savoir et la connaissance qu'ils ont pu développer au cours de de ces travaux particuliers. Et le premier à éprouver le feu, en fait, c'est Niels, donc qui vient de finir sa thèse sur des sujets excessivement complexes, que sont notamment les problématiques de modélisation en lien avec le changement climatique. Alors, il le dira, il expliquera tout au long de son intervention de manière bien plus précise que je viens de le faire. Néanmoins, c'est des éléments importants à prendre en considération, ces problématiques de modélisation, puisque c'est ce qui nous permet d'essayer d'à peu près apercevoir ce que pourraient être les phénomènes auxquels on pourrait avoir affaire, que ce soit des phénomènes naturels ou dans d'autres sujets technologiques ou sanitaires. En revanche, il est évident que le changement climatique sur les phénomènes naturels a forcément une incidence sur les modèles utilisés. Et donc, les travaux de thèse de Niels avaient pour objectif ben, d'évaluer ces sujets-là, alors en lien avec le changement climatique. Hein, c'est pas est-ce que demain il va tomber 2 centimètres d'eau, c'est un peu plus vaste que ça. Et donc, l'idée de cette rencontre thématique, ben, c'est que Niels nous restitue ses travaux, qu'il échange avec vous, que vous puissiez lui poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Il n'y a pas de questions taboues, surtout n'hésitez pas. Et je vais donc laisser la parole à Niels pour cette rencontre thématique. Merci encore à toi, Niels, de ton intervention. Bah, merci Eric. Je vais commencer en partageant mon écran. Alors, alors, est-ce que vous voyez ma présentation là? Oui. Oui. Ok. Oui. Alors, bon, par contre, moi, je ne vous vois plus du tout. Du coup, si vous intervenez, n'hésitez pas à le faire savoir, en parlant un peu plus fort. Du coup, merci, merci de me laisser l'opportunité de présenter mes travaux de thèse qui datent de. Enfin, j'ai validé ma thèse, j'ai soutenu ma thèse l'an dernier, en avril 2024. Et cette thèse de 4 ans, de 3 ans et demi, 4 ans, portait sur le changement climatique et les crues méditerranéennes, et en particulier quels outils de modélisation et quelles tendances on peut voir avec ces outils que j'ai utilisés. Du coup, la thèse est un peu dense, surtout pour un public qui est peut-être non scientifique. Du coup, moi, je voulais juste rappeler que ma thèse, c'était un peu plus une thèse méthodologique, et que les conclusions que je vais vous présenter, on va dire, c'est la première étape de la science. C'est-à-dire, l'idée de la science, c'est quand même de transformer des croyances en connaissances. C'est-à-dire, est-ce qu'on a l'impression qu'il y a des tendances, et la science répond à ces questions. Mais par contre, la science nécessite des travaux multiples et avec divers outils. Et moi, c'est juste un premier pas. Cette thèse est un premier pas dans on va dire, la modélisation de ces tendances. Et du coup, c'est pas des résultats qui sont à prendre tels quels, mais plutôt dégrossir un peu les tendances qu'on a. Voilà. C'était un peu le petit préambule. Ça On serait va bien voir si peut-être, c'est... Niels, que tu te présentes aussi Ah oui, et que pardon. tu dises Oui, maintenant où tu travailles. ok. Euh, du coup, moi, c'est Nice Poncet. J'ai effectué, comme je disais, ma thèse au CNRM, c'est Centre national de recherche météorologique. Du coup, c'est l'institut de recherche sur le climat qui est basé à Météo France à Toulouse. Et actuellement, je suis en postdoc, c'est-à-dire c'est un contrat après une thèse à La Réunion sur les risques climatiques à La Réunion. Du coup, je suis resté un peu dans le même sujet, même si c'est un peu plus varié ce que je fais actuellement est un peu plus appliqué. Voilà. Du coup, je passe la diapo, mais elle bug un petit peu parce qu'il y a une animation. Vous allez peut-être la voir dans quelques secondes.
Voilà. Alors tout d'abord, je voudrais introduire ces travaux de thèse en parlant d'un événement pluvieux méditerranéen, un événement extrême qui a eu lieu le 19 septembre 2020. Vous pouvez voir à gauche, c'est l'imagerie radar. Du coup, ça montre l'intensité instantanée des prestations euh, euh, élaborées avec un radar. Et on peut voir que lors de cet événement-là, sur les Cévennes entre l'Hérault et le Gard, il y a eu des orages qui sont réalimentés sans cesse pendant 12 heures, apportant 500 mm, plus de 500 mm. Et ce qu'on peut voir à droite, c'est en parallèle le flux d'humidité. Du coup, c'est le vent à environ 1500 mètres d'altitude et le contenu en eau de l'atmosphère. Et on peut voir que en fait, ce flux d'humidité bloquait sur les Cévennes et apportait ces orages qui se forment en permanence. Et du coup, cet événement, il a entraîné une hausse extrême du niveau de l'eau sur le Gardon de Saint-Jean. Et on a relevé plus de mètres en 20 minutes et plus 4 mètres en 2 heures. Et du coup, cet événement a produit ce qu'on appelle une crue rapide. Du coup, c'est un accroissement très rapide du débit du cours d'eau. Et généralement, ça concerne des petits et des moyens bassins versants. Mais alors du coup, voilà, ça c'est un impact plutôt visuel de cet événement-là. C'était pas exactement au même endroit, mais c'était sur le même cours d'eau. Et en fait, cette vidéo, ça c'est des captures d'écran d'une vidéo. On peut voir entre la première image en haut à gauche et la deuxième en haut à droite, il y a 5 minutes qui séparent ces deux images. Du coup, on peut voir que le ruisseau était avec un débit plutôt d'étiage, parce que ça a eu lieu en septembre. Et en 5 minutes, le pont a commencé à être submergé. Et 1 heure plus tard, le pont a été invisible, avec tout type d'objets, de véhicules qui passaient dans le cours d'eau. Du coup, ça montre que ce genre d'événement peut avoir des conséquences extrêmes. Cet événement en particulier a malheureusement fait 2 victimes et 26 millions d'euros de dommages sur quelques communes du Gard. Et, euh, et en fait, ce qu'il faut retenir de ce genre d'événement, c'est que cet événement-là, en particulier euh, en septembre 2020, n'était un événement extrême, mais ces genres d'événements extrêmes ont lieu autour de la Méditerranée de manière récurrente, mais pas forcément fréquente. C'est-à-dire que ces événements s'inscrivent dans la climatologie. On peut citer par exemple l'événement de Vaison-la-Romaine en 1992, les crues du Gard en 2002, et aussi un peu plus récemment l'épisode dans les Alpes-Maritimes en 2020. Du coup, en fait, ce que je disais, c'est que ces événements s'inscrivent dans la climatologie. Ici, la carte montre la fréquence moyenne d'apparition des jours où on relève plus de 200 mm en 24 heures sur au moins une station d'un département. Et on peut voir qu'en fait, les cumuls supérieurs à 200 mm en France ont lieu que dans le sud-est de la France, dire en zone méditerranéenne, pourtant une zone réputée assez sèche. Et on peut voir que les départements, en particulier de l'Ardèche et du Gard, enregistrent en moyenne 2 fois par an ce genre de cumul. Et c'est un cumul aussi qui est qualifié par Météo France de diluvien, c'est-à-dire que c'est des cumuls qui peuvent entraîner des épisodes de ce genre. Et du coup, ces événements, ils ont un impact sociétal fort, avec des pertes humaines et des dommages matériels. Et du coup, il y a un gros intérêt d'anticiper l'évolution de ces événements en contexte de changement climatique. Alors là, je vais vous parler de choses peut-être un peu moins concrètes pour vous. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des choses qui ne sont pas claires, mais je suis obligé de passer par là pour parler de mes travaux. Alors du coup, pour modéliser le climat futur, ou même reproduire le climat actuel, on utilise des outils de modélisation climatique qui sont les modèles climatiques. Ces modèles, en fait, ont des grilles, enfin sont grillés avec des, une structure grillée à la fois au niveau de, du globe, mais aussi dans l'altitude. C'est-à-dire qu'en fait, ces outils modélisent les interactions, il y a toutes les équations de la physique qui sont incluses dans ces modèles et qui permettent de reproduire l'échange entre l'atmosphère, la Terre et les différentes cellules que vous pouvez voir ici. Et ça permet, en fait, ces outils, c'est un peu les mêmes que les modèles météorologiques, sauf que ça tourne sur des longues périodes de temps.
Et en fait, ça permet de reproduire sur des longues périodes de temps le climat, du coup les conditions atmosphériques et des océans, mais de manière climatique sur une longue période de temps. Alors, initialement, les modèles de climat étaient globaux, c'est ce que vous pouvez voir en bas à gauche, c'est-à-dire que ça couvre toute la Terre. Ça, c'était les premiers modèles qui ont été développés avec une résolution assez grossière de 50 à 200 km. Mais ensuite, il y a eu le développement de modèles régionaux de climat, c'est-à-dire qui ont une portée plus continentale, et ils tournent sur une aire limitée, c'est-à-dire sur une aire définie. Et ces modèles régionaux de climat sont forcés par les modèles globaux qui sont plus grossiers. Et du coup, les modèles régionaux de climat ont une résolution de quelques dizaines de kilomètres. Et enfin, une dernière génération de modèles de climat, c'est celle que j'ai appelée dans tout le reste de ma thèse. Vous entendez, pardon? Vous avez du son? Oui, c'est bon, tu peux Oui, y pardon. aller. C'est bon, tout est bon. Du coup, la dernière génération de modèles de climat, c'est ce qu'on appelle dans le milieu scientifique en climatologie les CPM, comme Convection Permitting Model. Et c'est le modèle dont je vais parler dans le reste de cette présentation, sous le nom CPM. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ces CPM sont des modèles qui ont une résolution inférieure à 5 km. Et cette résolution assez fine leur permet de mieux simuler la convection. Du coup, la convection, c'est un mode de transfert d'énergie, mais c'est surtout ce qui permet, la convection, c'est ce qui initie la formation d'orages et de précipitations intenses. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que ces modèles de climat à haute résolution, les CPM, permettent de mieux simuler les précipitations très fortes, mais qui sont généralement d'extension spatiale assez réduite. Et ça a été permis, du coup, cette évolution des modèles, ça a été permis par une augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs et aussi, en parallèle, de la meilleure compréhension de la physique de l'atmosphère. Alors là, on peut voir un peu le bénéfice de ces modèles CPM. On peut voir sur les cartes, du coup, là, je représente les 0,1% des précipitations horaires, c'est-à-dire les précipitations heure par heure, les plus fortes en automne, du coup, autour de la Méditerranée. Et ici, c'est lié ça vient de différents papiers de la littérature, Banetol et Caillot 2023. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'à gauche, c'est les observations, du coup, ce qu'on observe comme précipitations les plus fortes. Et au milieu, c'est telles qu'elles sont simulées par un ensemble de modèles à haute résolution. Et à droite, telles qu'elles sont simulées par un modèle de régionaux de climat, c'est-à-dire à résolution plus grossière. Et on peut voir du coup que les modèles à haute résolution permettent de mieux reproduire les extrêmes de prestation. Il y a une meilleure simulation des pluies extrêmes avec cette génération de modèles qu'avec l'ancienne génération. Au niveau des projections futures du climat méditerranéen, je ne sais pas si vous avez des idées, pardon. Mais en fait, la Méditerranée est considérée par le GIEC comme un hotspot du changement climatique. C'est-à-dire que c'est un endroit où les changements vont être plus forts, plus marqués, et les impacts plus importants qu'à d'autres endroits. Et en fait, ce qui est intéressant au niveau de la Méditerranée, c'est que les projections climatiques montreraient une diminution de la fréquence des précipitations, c'est-à-dire moins de précipitations à l'année, moins de pluie à l'année, par contre, des intensités de précipitations plus fortes. C'est-à-dire qu'on aurait à la fois un assèchement du climat, du coup une diminution probable de l'humidité des sols, mais en parallèle une augmentation future des précipitations extrêmes. Du coup, moins de pluie, mais quand il pleut, plus fort. Et c'est ce que je peux montrer sur les deux images ici. Et du coup, au niveau de l'hydrologie, ça nous pose une question, comment vont réagir les crues si en fait les sols sont plus secs, c'est-à-dire qu'ils peuvent absorber plus d'eau, mais par contre que les précipitations sont plus fortes. Comment vont réagir ces tendances Et du coup, au niveau de l'hydrologie, là, je vous présente vite fait, assez rapidement l'idée d'hydrologie. En fait, l'hydrologie, il y a quand même des relations complexes à différentes échelles spatiales et temporelles. Ce qui est valable sur un champ n'est pas forcément valable sur 1 mètre carré, n'est pas forcément valable sur un bassin versant. Du coup, il y a une non-linéarité de la réponse hydrologique par rapport au forçage de précipitations. Ce n'est pas parce qu'il pleut plus qu'on est sûr qu'il y aura plus de ruissellement ou plus de crues. Et ce qui est intéressant, du coup, là, j'annonce un peu la notion d'études d'impact. Les études d'impact, c'est en climatologie
le fait de simuler les impacts hydrologiques du changement climatique. Quels vont être les impacts du changement climatique au niveau de l'hydrologie? Et du coup, l'idée, c'est de forcer des modèles hydrologiques, du coup des modèles qui reproduisent le débit dans les rivières, avec des simulations climatiques. Pour l'instant, au niveau des projections futures des crues méditerranéennes, il y a beaucoup d'études qui ont montré, enfin, qui n'ont pas de consensus. C'est-à-dire qu'en fonction des études, soit des études montrent plutôt une diminution du débit, comme on peut voir ici à droite, c'est le changement du débit max annuel. C'est-à-dire on prend le débit maximum de rivières pour 3 degrés de réchauffement, et on voit que déjà il y a un signal plutôt à la baisse, mais par contre plutôt à la hausse en PACA. Mais en fait, ces études sont forcées par des modèles climatiques globaux ou régionaux, du coup, dont je rappelle, la résolution est assez grossière. Et du coup, ça pose des limitations assez fortes à cause du biais, du coup, de la simulation des prestations extrêmes. Ces modèles simulent moins bien les prestations extrêmes, mais aussi souvent, le débit qui est simulé au temps journalier. Et en fait, comme je l'ai montré dans mon cas d'étude au tout début, enfin dans mon exemple, une crue rapide en Méditerranée, c'est une augmentation en quelques heures du débit et une diminution en aussi quelques heures. Du coup, en fait, en un jour, si on prend le débit moyen journalier, bah, en fait, ça lisse beaucoup cette crue et on ne peut pas le voir forcément dans les simulations. Et en plus, la dernière limitation, c'est que ces études forcées par des modèles climatiques grossiers se concentrent sur des bassins, un grand bassin versant peu réactif. Par exemple, si on prend le Rhône, s'il y a une précipitation, un épisode cévenol, en fait, le Rhône va assez peu réagir par rapport au Gardon ou par rapport à d'autres rivières, par exemple l'Ouvèze ou autres. Et du coup, en fait, la résolution est un peu un frein pour étudier ces réactions dans des petits bassins versants. Du coup, ces méthodologies de ces études-là sont inadaptées aux crues extrêmes méditerranéennes. Par contre, qu'en est-il du coup des modèles à convection profonde résolue, c'est-à-dire les CPM? On sait que du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un atout pour la simulation des prestations extrêmes. Du coup, c'est des outils prometteurs, on pourrait dire, c'est des outils prometteurs pour l'étude fiable des crues méditerranéennes. Il y a eu quelques études en Europe qui ont utilisé ces modèles-là pour forcer des modèles hydrologiques, en Angleterre, dans les Alpes orientales, aux États-Unis, en Afrique. Par contre, il n'y a aucune étude qui ont utilisé ces modèles à haute résolution, ces modèles de climat à haute résolution, pour pour étudier les crues méditerranéennes. Du coup, c'est un peu l'intérêt de ma thèse, c'est de savoir déjà si c'est possible de faire ça pour des crues rapides, et ensuite, quels vont être les résultats. Du coup, là, je vous présente les 3 questions scientifiques dans ma thèse. C'est peut-être un peu technique, mais la première, c'est dans quelle mesure un CPM utilisé dans une chaîne de modélisation pour modéliser l'hydrologie permet de mieux représenter les crues méditerranéennes comparativement à un modèle de l'ancienne génération. Du coup, quel est l'impact du choix du modèle RCM ou CPM sur les projections futures? Déjà, du coup, première question, c'est est-ce que c'est faisable? Deuxième question, c'est est-ce que en utilisant l'un ou l'autre modèle, on a des résultats différents sur les projections futures, en climat futur? Et enfin, c'est quelle est l'évolution de l'aléa hydrologique sur l'arc méditerranéen français avec une approche multimodèle, c'est-à-dire multi-CPM, c'est-à-dire en utilisant pas mal de modèles à haute résolution. Alors, je vais vous présenter assez rapidement la méthodologie pour ne pas vous perdre non plus. Ça, c'est la chaîne de modélisation que j'ai utilisée. Du coup, le bloc orange, c'est la modélisation climatique dont je vous ai un peu parlé. Le bloc vert, je ne vais pas revenir dessus, mais en fait, on corrige un peu les biais qu'il peut y avoir quand même sur les modèles climatiques. Ensuite, on a la modélisation hydrologique. Je vais revenir dessus. Et ensuite, une fois suite à la modélisation hydrologique, on simule des débits, c'est-à-dire des valeurs de débit, c'est-à-dire de flot d'eau dans les rivières. Et en fait, pour extraire les crues à partir juste de ces chroniques de débit, on utilise une approche pour extraire les crues par dépassement de seuil. C'est vraiment pour retenir les événements les plus forts dans les simulations en continu qu'on a. Alors, au niveau de l'hydrologie, je vous en avais un peu parlé. Du coup, un modèle hydrologique, c'est un modèle qui, pour faire simple, transforme des précipitations en un débit sur un bassin versant.
Et en fait, ça utilise du coup en données d'entrée à la fois les précipitations simulées par le modèle climatique ou par même des observations, et l'évapotranspiration potentielle. L'évapotranspiration potentielle, c'est la capacité qu'a le sol et les plantes à la fois évaporer et transpirer, c'est-à-dire combien on perd d'eau toutes les heures avec, du coup, à la fois un impact de la température, de l'humidité, du vent. Mais ici, dans ma thèse, j'ai fait assez simplement, j'ai utilisé juste la température pour estimer l'évapotranspiration potentielle. Et les modèles hydrologiques peuvent être soit distribués, c'est-à-dire on a un bassin versant qui est distribué en mailles, c'est-à-dire en petits carrés, et on étudie la production d'hydrologie, c'est la production de ruissellement dans chaque carré, et ensuite ces carrés sont routés, c'est-à-dire le flot, le débit est simulé comme il s'écoule dans ce bassin versant jusqu'à l'exutoire. Et sinon, on a des modèles hydrologiques qui sont globaux, c'est-à-dire on prend en compte un seul point pour tout le bassin versant pour simuler le débit. Du coup, ces modèles globaux sont plus simples, conceptuels, mais par contre peuvent tourner beaucoup plus vite. Et enfin, du coup, on produit dans les deux cas un débit à l'exutoire du bassin versant. Pour que les modèles hydrologiques fonctionnent, il faut les calibrer avant. Du coup, en fait, la calibration, c'est un processus itératif qui vise à déterminer les paramètres du modèle qui reproduisent le mieux les débits observés avec les observations. C'est-à-dire qu'en fait, on met en regard les observations et ce que produit le modèle, et le modèle, il produit du coup un débit, et il va essayer d'optimiser les paramètres pour que ce débit soit le plus proche possible de celui qui est observé, c'est-à-dire de la réalité. Et le critère qui permet d'optimiser ça, c'est le Nash, c'est le NSE. Je n'ai pas mis l'équation ici, mais du coup, il faut juste se rappeler que c'est le NSE. Et ici, dans ma thèse, j'ai utilisé deux modèles, du coup, un distribué, CREST, et un assez simple, conceptuel, mais global, avec seulement 5 paramètres, qui s'appelle GR5H. Et enfin, là, je reviens sur la dernière étape, du coup, comment, à partir d'une simulation de débit, j'extrais des crues. Du coup, j'utilise la méthode des séries tronquées, c'est-à-dire je prends un seuil. Dans ma thèse, j'ai pris un seuil qui correspond en moyenne à 2 crues observées par an. Du coup, dans la série, j'ai une valeur de débit qui, en moyenne, sur les 20 ans, me donne 40 crues. J'extrais le maximum de chaque séquence continue, c'est-à-dire, en fait, j'extrais tous les débits au-dessus de ce seuil et je prends le maximum de toutes ces petites... je ne sais pas si vous voyez... Non, il n'y a pas ma souris. Et je prends tous les pics. Et en fait, après, j'étudie si les pics sont indépendants. Par exemple, dans le cas de l'exemple que vous voyez sur la figure, il y a deux pics avec une récession, c'est-à-dire le débit redescend entre les deux. Mais en fait, en fonction des deux paramètres que j'ai choisis, c'est-à-dire à la fois le temps, la durée temporelle entre les deux pics, mais aussi la manière dont redescend le débit, je peux qualifier que en fait, ces deux événements ne sont pas indépendants, mais proviennent du même événement, et du coup, je les regroupe. Et ça, c'est pour vraiment être sûr qu'en fait, on a dans notre série des événements indépendants. Voilà, du coup, là, je vais passer sur le cas d'étude. Du coup, la première partie de ma thèse a été de tester ces modèles, cette chaîne de modélisation, sur un bassin versant qui est le Gardon d'Andus, que vous connaissez sûrement, qui est situé dans les Cévennes. Et c'est un bassin réputé pour ses crues éclairs. Par exemple, en septembre 2002, c'était un bassin extrêmement concerné. Et on peut voir ici la topographie. Du coup, c'est situé vraiment sur le flanc sud-est des Cévennes, pas loin du mont Aigoual, et il y a une pente assez forte. Au niveau des données que j'ai utilisées, données climatiques, au niveau des données observées, c'est-à-dire des données historiques, j'ai utilisé le jeu de données Comeforce, un jeu de données grillé, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs de pluie toutes les heures à chaque kilomètre carré. Et au niveau de température, j'ai utilisé sur ce bassin-là une interpolation de stations, et j'ai pu calculer le TP, comme je disais, à partir d'une formule qui est la formule d'Hargreaves-Samani. Et les données hydrographiques que j'ai utilisées, c'est données observées d'hydroportail. Voilà. Alors, les simulations climatiques, du coup, là, c'est la même figure que je vous ai présentée tout à l'heure quand j'ai expliqué les modèles. Du coup, le modèle régional, c'est-à-dire celui qui est un peu plus grossier à 12 km, c'est le modèle Aladin. On peut voir sur la gauche la représentation de la topographie vue par le modèle Aladin ou vue par le modèle Arome, qui est le modèle CPM, c'est-à-dire le modèle à haute résolution. On peut voir quand même que la topographie est bien mieux représentée, bien plus fine
sur le modèle à 2,5 km que celui à 12 km. Alors là, j'évalue le modèle GR5H, c'est-à-dire j'évalue les deux modèles hydrologiques par rapport au débit aux crues observées. C'est-à-dire pour l'instant, je ne parle pas de simulation climatique. Alors, la figure, elle vous parle peut-être pas, mais en fait, ici, je représente, du coup, ça, c'est après que j'extrais mes crues. J'ai mon échantillon de crues, c'est-à-dire sur mes... ici, je crois, c'est sur 20... Non, c'est sur 18 ans, il me semble. Sur 18 ans, j'ai mes événements de crues. Et là, ça, c'est une manière de représenter les crues avec en distribution, c'est-à-dire je représente la fréquence cumulée croissante, c'est-à-dire que le point le plus en haut à 1, c'est le point maximum, c'est-à-dire c'est le maximum de ma série. Et en fait, j'ai classé par ordre croissant de débit tous les événements et je les ai positionnés en fonction de la fréquence d'apparition, c'est-à-dire le point à 0,75, c'est celui qui est supérieur à 75% des crues de mon échantillon. Celui qui a 0,5, c'est l'équivalent de la médiane, c'est-à-dire qu'il y a autant de crues qui sont plus fortes que de crues qui sont moins fortes dans mon échantillon. Voilà, du coup, je ne sais pas si c'est très clair, mais du coup, ici, je représente à la fois en noir les crues observées, et après, avec les deux autres couleurs, les crues selon un modèle ou l'autre. Et en fait, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'on a globalement, ce qu'il faut retenir de cette slide, c'est qu'on a une bonne performance générale du modèle, enfin des deux modèles, malgré une surestimation du nombre de crues avec le modèle CREST, du coup le modèle distribué. Là, on peut voir sur l'image qu'il y a beaucoup plus de points, du coup beaucoup plus de crues dans notre échantillon. Du coup, on surestime la fréquence des crues, le nombre de crues. Voilà. Et on a une bonne performance générale avec le critère dont je parlais tout à l'heure, le NASH, le NSE, avec 0,76 et 0,54. Du coup, plus ça se rapproche de 1, mieux c'est. Et si c'est inférieur à 0,2, 0,3, voire inférieur à 0, c'est une mauvaise performance. Ici, on a plutôt une bonne performance. Du coup, on peut faire confiance à nos modèles sur ce bassin pour simuler les débits. Alors voilà, ensuite, l'étape d'après, c'est d'utiliser du coup les paramètres des modèles qui sont calibrés. Et en fait, au lieu d'alimenter le modèle hydrologique avec les observations, on alimente le modèle hydrologique avec les simulations climatiques. Du coup, les deux modèles dont je présentais, c'est Arome et Aladin. Le modèle à 2,5 km et le modèle à 12 km. Et du coup, là, c'est un peu du détail, mais on a 1 an d'initialisation des modèles hydrologiques. On a des simulations d'évaluation du coup qui reproduisent normalement les débits observés entre 2001 et 2018. Et sinon, en fait, pour le changement climatique, on va comparer les simulations historiques 1987-2005 à celles projections futures en fonction du scénario le plus polluant, entre guillemets, dans lequel l'homme émettrait toujours plus de CO2 dans le futur. Et ici, on compare deux périodes de 20 ans, du coup, entre la période historique et la fin de siècle. Et ici, je vous présente les résultats, du coup, au niveau des distributions. Du coup, c'est le même type de graphique que vous avez vu, que je vous ai expliqué 2 slides avant. Du coup, ce que vous voyez, du coup, en noir, c'est les débits observés. En vert, c'est les débits qui sont simulés par les modèles, mais par contre, qui sont alimentés par les observations. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont permis d'évaluer de faire la calibration. Et en rouge, c'est les débits avec lesquels, du coup, forcés par le modèle à haute résolution de climat. Et bleu, c'est les modèles forcés par le modèle un peu plus grossier, les simulations climatiques un peu plus grossières. Et du coup, il y a un résultat pour GR5H et CREST. Du coup, là, il faut comparer globalement la courbe bleue et la courbe rouge par rapport à la courbe verte, qui est la courbe du modèle hydrologique. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que les crues pour les deux modèles sont sous-estimées dans les simulations. Mais par contre, le modèle qui est en rouge, c'est-à-dire le modèle à haute résolution, représente quand même mieux, c'est-à-dire que les crues les plus fortes sont un peu mieux simulées que le modèle bleu, c'est-à-dire le modèle à résolution plus grossière. Et du coup, une chose très importante ici, c'est que les deux modèles hydrologiques présentent globalement les mêmes résultats, c'est-à-dire que les résultats sont cohérents entre modèles hydrologiques. C'est-à-dire ce qui influence le plus les résultats, c'est le choix du modèle climatique et pas le choix du modèle hydrologique. Alors là, on passe dans le monde futur, c'est-à-dire je lis un peu ma boule de cristal et j'essaie de savoir ce qui va se passer dans le futur. Du coup là, en prenant juste le modèle GR5H, c'est-à-dire le modèle hydrologique
qui est simple, qui est conceptuel, avec un seul point pour tout le bassin versant. Ici, là où il y a les petits losanges et les petits points, c'est la simulation historique. Et là où il y a les petits triangles et les petits tirets, c'est la simulation future. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que les deux distributions, elles ne sont pas collées, c'est-à-dire qu'en fait, on a une évolution. Le futur, les crues futures seraient plus fortes, simulées par ce modèle, avec Aladdin, que les crues historiques. C'est-à-dire que la courbe avec les triangles est plus à droite que la courbe avec les losanges. Et du coup, on peut voir d'ailleurs que le signal est d'autant plus fort que la crue se rapproche de 1, c'est-à-dire que la crue est forte et rare. Si on rajoute dessus le modèle à haute résolution, on peut voir qu'on a un signal différent en fait. Pour les crues les plus fortes, on a le même signal, c'est-à-dire que ce modèle, le modèle de climat à haute résolution simule une augmentation des crues les plus fortes, c'est-à-dire une augmentation de l'intensité des crues les plus fortes. Par contre, ce que j'ai représenté à la fréquence, enfin au quantile 0,75, c'est en fait une inversion. Et en fait, le modèle à haute résolution montre une diminution des crues les plus fréquentes, c'est-à-dire celles qui sont les moins fortes, et une augmentation de l'intensité des crues les plus fortes. Et ça, ce quantile d'inversion a été déjà étudié par la bibliographie, et ça serait lié, selon les études, à une décroissance projetée d'humidité des sols. Et c'est cohérent avec des études, du coup, ce que je disais. Ça voudrait dire que dans le futur, on aurait des sols plus secs. Les sols plus secs, au tout début d'une prestation, ils ruissellent plus, mais globalement, c'est comme une éponge. Un sol plus sec, c'est un sol qui peut absorber plus d'eau. Et en fait, on aurait une augmentation future des précipitations intenses, c'est-à-dire que les précipitations, quand il pleut au niveau des orages ou des événements méditerranéens, on aurait plus de pluie, sauf qu'en fait, cette humidité des sols qui décroît, elle permettrait quand même aux bassins versants d'absorber plus d'eau, et c'est-à-dire de temporiser la crue jusqu'à un certain seuil où en fait l'intensité des pluies serait telle que en fait, peu importe l'humidité des sols, ça va ruisseler et ça va entraîner des crues plus fortes. Là, je présente le résultat pour l'autre modèle et en fait, on a à peu près le même signal pour l'autre modèle. Du coup, ça nous rassure aussi et ça montre aussi que, comme je disais tout à l'heure, le signal est cohérent entre modèles hydrologiques. Et du coup, que le type de modèle hydrologique influence moins les projections futures que le type de modèle de climat. C'est-à-dire la résolution du modèle de climat, si c'est un modèle grossier ou si c'est un modèle à haute résolution, est plus important que si c'est un modèle hydrologique distribué ou conceptuel. Voilà. Et en fait, on est allé plus loin que cette analyse-là dans ce cas d'étude. Du coup, on a essayé de regarder vraiment les caractéristiques des crues. Et du coup, là, tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a calculé un indice qui s'appelle le Flashiness Index. Et en fait, c'est un peu, cet indice, c'est la manière, enfin la pente de croissance du débit durant la crue. C'est-à-dire, est-ce que ça va être une crue rapide, très rapide ou extrêmement rapide? Et le reste, vous n'avez pas besoin de vous attarder dessus, mais c'est juste la manière dont je le calcule. Et ici, là, c'est le résultat que je vous présente. Ce qu'il faut, là, je vous demande de regarder surtout la figure de droite, c'est-à-dire le Flashiness Index, FI. Et en fait, ici, ce qui est en jaune, c'est la période historique. Ce qui est en rouge, c'est la période future. Et ici, c'est pour chaque couple, modèle hydrologique, modèle climatique. Du coup, GR5H avec Arome, qui est le modèle à haute résolution, GR5H avec Aladdin, qui est le modèle un peu plus grossier. Et en fait, les résultats ici montrent pour chaque couple une diminution du débit de base, mais surtout une tendance à l'augmentation de ce indice de rapidité de la crue, ce qui indique un signal pour des crues plus réactives et potentiellement encore plus destructrices qu'avant. Du coup, ça, c'est un résultat assez intéressant, mais bon, à creuser encore. Pour avoir les messages clés de ce cas d'étude, on a une bonne performance des deux modèles hydrologiques, CREST et GR5H, pour reproduire à la fois les débits et les crues observées. Et on a, au niveau des projections futures, on a une intensification de toutes les crues de la distribution pour le modèle climatique le plus grossier. Par contre, on a un quantile d'inversion pour le modèle qui est plus à convection profonde résolue, c'est-à-dire qui est plus, à une meilleure résolution. Du coup, le type de modèle au climat il influence davantage les projections futures que le type de modèle hydrologique. Sauf qu'il y a quand même une limitation dans ce que j'ai fait, c'est que c'est un cas d'étude sur un seul bassin et avec un seul couple de modèles.
C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de la science, il faudrait que ce résultat puisse être corroboré sur d'autres bassins et par d'autres modèles. Et du coup, c'est ce que j'ai fait dans la deuxième partie de ma thèse. J'ai étendu, du coup, là, je me concentre que sur les modèles à haute résolution, sur cette partie-là, c'est-à-dire les modèles à 3 km ou moins de résolution. Et ici, j'ai étendu à 12 modèles. Du coup, j'ai eu la chance d'avoir accès à un jeu de données de simulation climatique avec 12 modèles. Le nom des modèles, ce n'est pas très important. Mais du coup, il y a 5 familles de modèles, parce qu'en fait, les modèles sont par famille, vu que c'est très coûteux à développer. Et j'ai étendu ça aussi à 12 bassins méditerranéens. Et ces bassins, je les ai séparés en 3 régions distinctes. La région Languedoc-Roussillon en rouge sur la carte, la région Cévennes-Vivarais en beige, et la région Alpes du Sud en bleu. Et ici, les résultats que je vais vous présenter, je vais vous présenter exclusivement sur des bassins représentatifs. Du coup, j'ai choisi 4 bassins qui sont représentatifs de ces régions-là pour ne pas polluer le message et avoir trop d'informations sur chaque graphique. Du coup, on reprend la même méthodologie que j'avais, sauf qu'en fait, on change un peu les données. Au niveau, on utilise toujours Coméphore pour les données de précipitation observées. Par contre, au niveau de la température, j'utilise un jeu de données qui s'appelle Safran, du coup, qui est un peu moins, on va dire, avec une résolution un peu plus grossière. Ça, c'est vraiment ce qui est observé. Et au niveau des débits, toujours, ça vient d'Hydroportail. Et en fait, en fonction des bassins, pour calibrer mon modèle sur chaque bassin, j'ai des débits horaires de 17 à 22 ans de données et j'ai gardé que les bassins où le taux de lacune des débits observés était inférieur à 25%. Au niveau des simulations climatiques futures, enfin historiques et futures, on garde 2 périodes de 10 ans contre 2 périodes de 20 ans tout à l'heure. Et en fait, ici, je vous présente uniquement les résultats du modèle GR5H, vu qu'on a vu que les 2 modèles avaient des résultats similaires. J'ai pris uniquement le modèle le plus basique, mais le plus simple à faire tourner. Et par contre, mon seuil d'extraction, c'est plus 2 crues observées par an, c'est 2 crues dans les simulations historiques. Et du coup, comme ça, on peut vraiment voir l'évolution de la fréquence en fonction de l'historique et pas en fonction des observations. Là, c'est la carte qui présente les résultats de l'évaluation des modèles. Du coup, je présente ici uniquement le résultat du Nash. Et on peut voir que sur tous les modèles, il est supérieur à 0,7. Enfin, sur tous les bassins, il est supérieur à 0,7. Ce qui montre des bons résultats de calibration. Et du coup, on peut avoir confiance en notre modèle hydrologique sur chaque bassin. Alors, pour aussi essayer de clarifier le message, j'ai divisé, en fait, du coup, après extraction des crues, j'ai choisi de catégoriser mes crues en quatre catégories. Les crues mineures qui correspondent aux crues qui sont 25% les plus faibles de mon échantillon. Les crues modérées qui correspondent à la médiane, c'est-à-dire 50% des crues sont en dessous et 50% des crues sont au-dessus. Les crues fortes, c'est-à-dire celles qui correspondent à 25% des crues les plus fortes. Et enfin, les crues extrêmes qui sont la valeur de débit qui correspond à 5% des crues les plus fortes. Et du coup, ces catégories d'événements, ici, on peut représenter par exemple le signal uniquement sur le gardon d'Andus. Du coup, je reprends le même bassin, mais je vous montre les différents modèles. Et ici, du coup, le signal, c'est vraiment le changement en pourcent de l'intensité des crues en fonction de la probabilité, c'est-à-dire en fonction, comme je vous présentais tout à l'heure, mais c'était en abscisse, là c'est en ordonnée, en fonction de la probabilité d'occurrence. Et du coup, là on retrouve pour le 0,25, c'est-à-dire c'est mes crues mineures, mes crues modérées au niveau du milieu, du 0,5, mes crues fortes et mes crues extrêmes. Et en fait, cette manière de représenter, c'est des box plots, et c'est une manière de représenter le nombre de modèles, du coup, à l'intérieur, enfin, du coup, l'enveloppe d'incertitude liée à mes 12 modèles sur chaque bassin. Et là, du coup, je vous présente d'abord les résultats sur les signaux sur l'intensité des crues. Du coup, il y a les 4 barres représentatives. Du coup, il y a 2 bassins dans les Alpes du Sud, le Loup et le Réal Martin. Et ensuite, il y a le bassin de l'Orbieu en Languedoc-Roussillon. Et enfin, j'ai gardé le bassin du Gardon d'Anduse dans les Cévennes. Et ici, en fait, du coup, le code couleur, c'est mes crues mineures, mes crues modérées, mes crues fortes et mes crues extrêmes. Et en fait, ce que vous voyez, du coup, ce que vous voyez, c'est le signal. C'est-à-dire qu'en gros, si c'est au-dessus du 0,
c'est un signal à l'intensification des crues. Si c'est en dessous du 0, c'est un signal à diminution des crues. Et là, ce qu'on peut voir, du coup, c'est qu'il y a déjà une grosse dispersion entre les modèles. Du coup, en fait, plus le box plot, c'est-à-dire plus le carré, par exemple, le carré rouge ici, au Réal Martin, plus il est développé, c'est-à-dire plus il y a une dispersion entre mes modèles climatiques. Et du coup, on remarque que cette dispersion est plus importante pour les quantiles 0,75 et 0,95, pour les crues fortes et extrêmes. Mais globalement, il y a une intensification des crues en fin de siècle avec le scénario, le scénario pessimiste d'émissions humaines. Il y a une intensification qui est plus marquée pour les crues fortes et extrêmes et qui est plus faible, voire nulle pour les crues mineures. Par contre, les signaux les plus forts et plus dispersés sont pour le Languedoc-Roussillon et l'augmentation d'intensité des crues serait la plus faible pour le bassin du Gardon-Landus, du coup pour les Cévennes. Là, par contre, ce que je tiens à préciser, c'est que j'ai tronqué certains signaux qui étaient au-dessus de 400% pour avoir vraiment une comparaison avec la même échelle sur tous les bassins. Ici, ce que je vous présente, c'est l'accord intermodèle. Du coup, quand c'est rouge, ça montre un plus gros accord, c'est-à-dire le nombre de modèles climatiques qui sont d'accord pour une augmentation ou le nombre de modèles qui sont d'accord pour une diminution en bleu. Du coup, plus c'est rouge, plus les modèles sont d'accord entre eux pour une augmentation. Et en fait, on remarque que malgré la dispersion des résultats, on a un accord intermodèle sur le signe du changement climatique. Du coup, la plupart des modèles sur quasiment tous les bassins sont d'accord pour une intensification des crues les plus fortes en climat futur. Ici, je vous présente les mêmes résultats, mais pas pour les crues, mais pour l'intensité des pluies extrêmes. Du coup, j'ai fait exactement la même méthodologie, mais pour les pluies. J'ai extrait les pluies les plus fortes, j'ai séparé les événements, j'ai testé l'indépendance des événements, et j'ai fait ça pour les pluies de 1 heure, 24 heures et 48 heures. Et du coup, ce qu'on peut voir rapidement, c'est que il y a une intensification de toutes les pluies extrêmes, surtout les plus rares, et pour le Languedoc-Roussillon. C'est-à-dire que le Languedoc-Roussillon serait la région où on s'attendrait à voir les pluies extrêmes augmenter le plus. Et on a des signaux qui sont moins dispersés pour les pluies que pour les crues, mais par contre avec des gammes de changement plus faibles. Du coup, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'échelle tout à l'heure, elle est jusqu'à 400%, c'est-à-dire x4, et ici que jusqu'à 200%. Du coup, en fait, l'intensité des pluies serait potentiellement moins forte que l'évolution de l'intensité des crues. Et du coup, on a aussi une différence entre ce qu'on attend au niveau horaire, journalier, et on a une logique régionale. Et du coup, j'ai essayé de corroborer ces signaux, c'est-à-dire j'ai pris les signaux de l'intensité, les signaux de l'évolution de l'intensité des crues avec les signaux de l'évolution de l'intensité des précipitations. Et j'ai représenté chaque signal. Du coup, ce que vous pouvez voir en ordonnée, c'est-à-dire sur l'axe vertical, c'est le changement d'intensité des pluies. Et sur l'horizontal, c'est le changement d'intensité des crues. Et du coup, on peut voir qu'il y a une grosse dispersion des points. C'est-à-dire que même si les deux, à la fois les crues et les pluies, semblent augmenter dans le futur, quand on corrobore ces points, il ne semble pas y avoir de corrélation générale entre l'amplitude du signal sur les précipitations et celle sur les crues. Et ça, c'est un résultat intéressant. Ça voudrait dire que la valeur de l'intensification des extrêmes de précipitations ne prédit pas l'amplitude du signal sur les crues. C'est-à-dire, pour essayer de faire un peu plus simple, si on a une augmentation, si les modèles climatiques prédisent une augmentation, par exemple, des précipitations sur les bassins du Languedoc-Roussillon, on ne pourra pas dire plus l'augmentation des précipitations va être forte, plus l'augmentation des crues va être forte. En fait, le lien n'est pas linéaire, il n'y a pas de corrélation. Du coup, les messages clés qu'il faut retenir de cette analyse multimodèle, c'est qu'on a utilisé un ensemble de 12 modèles de climat à haute résolution pour simuler à la fois les crues historiques et futures sur 12 bassins méditerranéens. On a une intensification projetée des crues méditerranéennes les plus fortes, mais par contre, on a des signaux faibles ou nuls pour les crues mineures et modérées. Et ces signaux les plus marqués sont sur la région Languedoc-Roussillon, et on n'a pas de corrélation significative entre ce que je disais, l'amplitude du signal sur les crues et celui sur les précipitations. Du coup, on ne peut pas estimer l'amplitude des impacts hydrologiques seulement avec l'évolution des extrêmes de précipitations. Du coup, pour conclure de manière plus générale, alors pour les questions de ma thèse 1 et 2,
on peut conclure que la valeur ajoutée des modèles de climat à haute résolution, du coup, il y a une vraie valeur ajoutée de ces modèles à haute résolution par rapport aux modèles de climat plus grossiers pour la simulation des crues méditerranéennes. Du coup, ces modèles-là, ce sont des outils adaptés aux études d'impact en Méditerranée pour les crues rapides. Et du coup, en fonction de si on utilise l'un ou l'autre type de modèle, ça peut influencer les conclusions. Soit on a une intensification projetée des crues extrêmes pour les CPM. Par contre, on a une différence de signaux entre les crues modérées et extrêmes pour ces modèles à haute résolution. Enfin, pour la dernière question scientifique de ma thèse, ce que je disais avant, du coup, on a une augmentation de l'aléa hydrologique. Du coup, on pourrait s'attendre à l'augmentation des crues en Méditerranée, surtout pour les crues les plus fortes. On a un bon accord intermodèle sur le signe du changement et on a une régionalisation des résultats. Du coup, en fonction de la région autour de l'arc méditerranéen français, on aurait des résultats qui sont groupés du coup avec une logique régionale, avec Languedoc-Roussillon qui serait la région la plus à risque. Par contre, les crues les moins fortes, on a des signaux qui sont assez variables. C'est-à-dire les crues les moins fortes, c'est celles qui arrivent le plus souvent, par exemple tous les ans, tous les 2 ans. Et ces crues les moins fortes, ils varient, enfin les résultats varient entre une légère diminution et une légère augmentation d'intensité. Et ça, moi, d'une manière de risque naturel, du coup, une notion qui vous parle plus, ce signal qui est un peu différent entre les crues qui arriveraient souvent et les crues qui n'arriveraient pas souvent, ça, ça me montre un peu ça me fait tilter au niveau du danger. En gros, si les crues qui arrivent le plus souvent deviennent moins fortes, bah, les gens peut-être ils peuvent perdre la culture du risque et du coup s'installer ou faire des activités plus proches des rivières. Et par contre, si les crues les plus fortes, les plus rares, deviennent encore plus fortes dans le futur, bah, ça voudrait dire qu'en fait, il faut faire attention au problème de perte de mémoire collective et ça pourrait entraîner des soucis au niveau du risque. Du coup, il y a une nécessité de mettre en place des stratégies d'adaptation et surtout d'entretenir la culture du risque. Par contre, je voudrais attirer quand même votre attention sur la limitation de la méthodologie. Du coup, c'est de la modélisation. Qui dit modélisation dit, comme je disais un peu, boule de cristal. On a quand même des sources d'incertitude. Au niveau de la modélisation climatique, on a des sources d'incertitude vis-à-vis du scénario. Est-ce que l'homme va continuer à émettre du CO2 Les modèles climatiques ont leur incertitude propre. On a les forçages océaniques. On a des incertitudes liées à la modélisation hydrologique, parce qu'ici, on a quand même des processus de calibration. Est-ce qu'on peut se dire que la calibration qu'on a fait en climat passé, en climat historique, elle est valable en climat futur avec un climat qui change? On a aussi la correction de biais dont je ne vous ai pas parlé, mais aussi on a les projections futures. On n'a pas de prise en compte des changements d'occupation des sols, des usages de l'eau, d'urbanisation, des politiques d'adaptation aux crues. Du coup, il y avait une autre question qui est venue dans ma thèse, c'est comment interpréter les signaux extrêmes? Est-ce que quand on voit des signaux très extrêmes, est-ce que c'est des artefacts de modélisation ou est-ce qu'on surcompense la modélisation? Et du coup, ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est des résultats préliminaires à interpréter de manière indicative et surtout à confirmer par d'autres études multimodèles et raffinement méthodologique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai été clair et que ce n'était pas trop intense dès le matin. Merci beaucoup, Nils, pour cette peut-être excellente revenir présentation. Je vais laisser les questions Je remettrai le partage si nécessaire. arriver. Je me permets de commencer. Merci beaucoup, Nils. Bonjour à tous et bonjour Nils. Merci pour ton intervention qui est vraiment très intéressante. Ça fait Merci de vous écho avec. présenter. Oh, Merci pardon, de vous excusez-moi, présenter, oui, bien Caro. sûr. À tout de suite. Excusez-moi. Je suis à l'ANEGEN, bureau d'études EGIS. Je suis basé à Montpellier dans le service risque inondation ressources en eau depuis 10 ans. Et du coup, je suis très intéressé par tous ces travaux. J'ai changé hier encore avec Flora Branger de l'Institut Riverly, et je ne sais pas si votre travail fait un peu écho avec les échanges qu'on a pu avoir, mais en tout cas, ça me parle énormément parce que elle mettait justement l'accent sur le fait de s'intéresser à des outils de descente d'échelle pour justement aller chercher de la finesse temporelle et spatiale pour appréhender toutes ces notions d'événements extrêmes, en particulier extrême eau, hein, sur le changement climatique. Donc peut-être que c'est en lien avec ça. Ça peut être en lien.
En fait, la descente d'échelle, ici, en fait, la descente d'échelle, il y a deux types principaux de descente d'échelle. Il y a la descente d'échelle dynamique. Du coup, je vais peut-être repartager mon écran. Attendez une seconde. Voilà. Normalement, vous devez le voir. Je vais revenir à la diapo qui m'intéresse. En fait, il y a la descente d'échelle dynamique et la descente d'échelle statistique. Au niveau de la modélisation climatique, en fait, la descente d'échelle dynamique, c'est vraiment... Attendez, je retrouve la diapo. C'est vraiment ce que je vais présenter ici. En fait, c'est un modèle global qui force un modèle régional, qui lui-même force un modèle régional à air encore plus limité. Et du coup, en fait, dans ce genre de descente d'échelle dynamique, en fait, la physique, c'est-à-dire la cohérence physique des processus représentés est gardée parce qu'en fait, c'est codé dans chaque modèle. C'est-à-dire qu'il y a un modèle GCM, un modèle RCM et le CPM. Et du coup, c'est la physique et on va dire la logique physique, la cohérence physique est gardée. Par contre, il existe la descente d'échelle statistique. Du coup, par exemple, quand on n'a pas l'occasion d'avoir des modèles à haute résolution, à 5 km, on peut prendre des modèles à 10 km, par exemple, et faire des traitements statistiques dessus pour essayer d'avoir raffiné la résolution et par exemple prendre en compte l'orographie, enfin le relief, prendre en compte. Mais ça, pour moi, c'est quelque chose qui permet peut-être de faire tourner les outils, mais en fait derrière, la physique n'est pas forcément respectée. D'accord. Et en fait, c'est comme si on avait une image pixelisée, et en fait, on essayait de raffiner cette image pixelisée euh, sans reprendre une image avec un meilleur zoom, par exemple. Tout à En fait, ouais. fait, il y a le zoom numérique et le zoom physique. Et en fait, euh, cette descente d'échelle est intéressante, que ce soit statistique ou dynamique, mais je pense que pour vraiment avoir un bénéfice pour voir la convection, c'est nécessaire d'avoir une descente d'échelle dynamique, c'est-à-dire vraiment d'avoir le modèle avec sa résolution propre qui permet de simuler explicitement les phénomènes physiques. Voilà, du coup, je ne sais pas si ça répond très bien à Si, la si, question. ça répond. Je voulais juste revenir justement sur cette notion de descente d'échelle, pardon. C'est vrai que habituellement dans nos études, on s'appuie énormément sur les données euh, classiques qu'on trouve sur le portail RIAS, le projet Explore 2, qui sont des données au pas temps journalier. Et là, ce que je comprends, c'est que vous avez travaillé avec des données du coup pas temps horaire, c'est bien ça? Oui, c'est ça, ouais. Et du coup, moi, pour bien comprendre vraiment les entrants, la nature des entrants, votre modèle, le CPM, vous l'alimentez du coup avec de la donnée qui est au pas de temps horaire, ou alors vous appliquez un processus de traitement qui vous permet de partir de la donnée du CPM et d'en faire de la transformer en donnée horaire. C'est un peu pour bien comprendre toute la Alors, chaîne. du coup, en fait, le CPM, enfin, les simulations RCM, CPM sont faites à Météo France, du coup, c'est pas moi qui les ai fait tourner. Ouais, ouais, bien Et en sûr. fait, c'est le RCM tourne au pas de temps horaire. Il tourne Ok, même au pas de temps infrahoraire si on regarde vraiment. Mais en fait, d'accord. c'est trop de données à produire. Du coup, les données sont plus facilement accessibles en journalier. Ouais, Et par exemple, moi, le RCM était aussi en horaire. d'accord. Et en fait, après ça, c'est de la modélisation plutôt fine. Moi, dans ma tête, j'étais plutôt utilisateur de ces modèles, mais j'ai pas été celui qui ait lancé les simulations. Et pour ça, je pense qu'il faut peut-être se rapprocher des équipes au CNRM de D'accord. simulation. Mais si je dis pas de bêtises, en gros, en fait, les modèles climatiques, c'est des énormes machines avec des millions de lignes de code. Et en fait, je crois que dans les modèles climatiques, ça peut tourner au pas de temps 10 minutes, voire. En fait, mais le truc, c'est que ça met des semaines, voire des mois à tourner et à Oui, oui, bien produire sûr, des ouais. simulations. Du coup, ce que je vous ai montré, c'est en fait, le problème des CPM, c'est qu'en fait, il faut avoir une puissance de calcul énorme avec des supercalculateurs, Mm. alors qu'avec les RCM, ça se fait beaucoup plus facilement, beaucoup plus simplement, lié à la résolution. Mais du coup, voilà, la résolution temporelle de la plupart des RCM, c'est 3 heures ou 1 heure. Mais par contre, je crois que la publication des données, effectivement, c'est plus au journalier. Et il y avait aussi un problème, c'est que même dans Explore 2, la correction de biais
on va dire, est bien établi au pas de temps journalier. Et moi, c'était le fait de faire de la correction de biais au pas de temps horaire, c'était un peu exploratoire. Du coup, ce D'accord. qu'on peut se permettre dans une thèse, c'est vraiment d'explorer des choses qui n'ont pas été faites avant. Mais par contre, les résultats qu'on produit, c'est pas forcément des résultats qui sont, enfin, c'est une amorce de résultats qui peut peut-être donner l'envie à d'autres scientifiques de faire la même chose de leur côté. Mhm. Et si tous les scientifiques se mettent à faire ça, on peut avoir des résultats robustes. Mais du coup, par contre, je pense qu'au niveau des projections, moi, c'est vraiment un aperçu que je vous montre, mais c'est vrai que c'est intéressant. Les portails DRIAS, Explore 2, c'est quand même, même si on n'a pas de temps journalier, c'est quand même intéressant de prendre en compte les tendances qui sont simulées par ces approches-là. Oui, c'est super intéressant, hein. Dans votre travail, vous avez bien mis en parallèle je dirais les tendances qu'on peut avoir si on travaille au pas de temps horaire, avec le parallèle avec le 24 heures, le 48 heures sur les précipitations. Alors bien sûr qu'on n'a pas les mêmes résultats, mais c'est vrai qu'on est rassuré dans le fait qu'on a des tendances qui sont un peu similaires. Mais en tout cas, Ouais. bon, globalement, je voulais vraiment vous remercier. C'était très intéressant et vous l'avez très bien explicité. Et c'est assez bluffant. En vrai, les résultats, je trouve, moi qui connais pas du tout les CPM, c'est assez bluffant, je trouve, la différence de résultats en passant du RCM au CPM. La notion d'inversion que vous avez mis en évidence là en s'intéressant au quantile à 0,75 est assez bluffante. Et Ouais. en tout cas, merci pour ça. Enfin, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce que si vous avez des questions, c'est maintenant. Donc, plus du tout de questions? Ah. Bon, bah, je pense qu'il s'agit là de la fin de la rencontre thématique. Merci beaucoup Niels pour cette présentation qui était, je connais pas encore tout bien, mais là je peux dire que j'ai appris beaucoup de choses en une seule fois et je te remercie beaucoup. Et j'espère que cette rencontre thématique vous a plu et comme convenu, je vais donc la mettre en ligne sur le site internet du CIPRE. Et si ça vous convient, eh bien, tout est bon pour moi. Merci beaucoup Delphine et l'association Cyprès aussi d'ailleurs. Et d'ailleurs, Merci je à parle toi. aux participants, si vous avez des questions qui vous reviennent après, je pense que j'ai mis mon mail dans la présentation, sur la dernière slide. Oui, et Vous puis pourriez de m'envoyer toute des mails et façon, voilà. Moi, poser je des peux questions aussi diverses et vous variées. communiquer Oui, ton mail. Voilà, oui. s'il y a besoin. Ok, bah après c'est mon mail, je crois, personnel avec lequel tu m'as contacté, mais c'est plutôt Oui, professionnel dans la d'accord. présentation. Bon, bah, très bien. Comme vous Ok. voulez. Ok. En tout cas, Merci beaucoup. merci beaucoup. Bah, merci à vous d'être venus et donc à très bientôt. Merci. Merci Merci à beaucoup. vous. Bonne journée. Au revoir.